Waouh, les petits angoissés, on se retrouve aujourd'hui pour une affaire de jalousie un peu particulière. C'est parti. Le commandant Coffran, gouverneur de la ville de Passau en Allemagne, est un homme à poigne. Depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, il a été nommé par les autorités américaines à la tête des troupes d'occupation dans son secteur et il s'en acquitte avec une stricte rigueur. Dans la population civile, on n'aime pas beaucoup le commandant Coffran. Alors que tant d'autres officiers américains se montrent compréhensifs, voire amicaux avec les Allemands, lui s'en tient à l'application rigoureuse du règlement. Il se considère toujours en pays ennemi. Son principal souci est de faire la guerre au marché noir et d'éviter les contacts entre des hommes et des civils. En cette soirée du 6 janvier 1946, le commandant Coffran a une discussion importante avec un de ses officiers. Ils sont tous deux dans le grand salon de la villa qui a été réquisitionnée pour servir de résidence au gouverneur. Une luxueuse habitation de 2 étages qui donne directement sur le Danube. La haute silhouette du commandant Coffran, avec son visage maigre, ses cheveux poivre et sel, se penche vers son interlocuteur. « Alors, lieutenant, quels sont les résultats ?» Le jeune officier tout saute un peu avant de répondre. C'est une mission difficile dont l'a chargé le gouverneur. Enquêter sur le marché noir dans le secteur et surveiller principalement les agissements des soldats américains eux-mêmes. Il y a malheureusement beaucoup à dire, commandant. La plupart de nos hommes se livrent au trafic. Ils écoulent leurs cartouches de cigarettes à des prix prohibitifs. Et certains n'hésitent pas à revendre l'essence de leur Jeep. Dans la grande pièce, éclairée seulement par le feu qui flambe dans la cheminée, le lieutenant rapproche son siège de celui de son interlocuteur. Mais il y a plus grave, commandant. Le commandant Coffran se raidit. D'un geste, il encourage le lieutenant à poursuivre. D'après les renseignements que j'ai pu recueillir, le lieutenant Levin n'est pas étranger à tout ce trafic. Il y a même des raisons de penser que c'est lui qui l'organise. Le commandant Coffran plisse ses lèvres minces. Pendant quelques instants, il garde le silence, les yeux fixés sur les bûches qui se consument dans la cheminée. John Levin, son adjoint, le vice-gouverneur de la région de Passau. Il s'en doutait. Il en avait le pressentiment. Sinon, pourquoi ne l'aurait-il pas invité à cette réunion, à laquelle, normalement, il aurait dû assister? Coffran n'a jamais aimé Levin. Un peu injustement peut-être. Sans doute parce qu'il représente l'exact opposé de lui-même. Alors que lui incarne la rigueur, la rigidité, le lieutenant est l'inverse. Sa philosophie dans la vie semble être de composer et de mettre bien tout le monde. D'ailleurs, tout dans son physique le confirme. Ses uniformes, qu'il se fait spécialement couper par un tailleur de la ville, sa coiffure toujours impeccable qui fait penser aux acteurs de cinéma, auxquels il s'efforce sans doute de ressembler. Malgré les injonctions répétées de son commandant, Levin n'a jamais pu se résoudre à refuser les contacts avec la population civile. C'est un mondain. Tous les soirs ou presque, il se rend à la réception de telle ou telle personnalité de la ville. Mais il y a pire. Levin s'est affiché pendant des semaines avec sa secrétaire allemande, une grande blonde prénommée Hilda. Coffran a été un des derniers au courant. Mais quand il l'a su, sa réaction a été brutale. Pas plus tard que la semaine dernière, il a renvoyé la secrétaire et signifié à Levin l'interdiction de la revoir. Le commandant Coffran ne se fait pas d'illusions. Il est certain que John Levin est bien plus populaire que lui. Ce beau blond aux allures de playboy a toujours eu les sympathies des habitants de Passau. Ah, comme ils doivent regretter qu'il ne soit pas vice-gouverneur et que le gouverneur, ce soit lui, cet homme inflexible, qui passe dans sa Jeep sans regarder personne. Le commandant hoche la tête. Levin fait donc du marché noir? Non, cela ne le surprend pas. C'était même au fond la véritable raison de la mission qu'il avait confiée à ce jeune lieutenant. Le lieutenant continue d'exposer au gouverneur les résultats de son enquête. D'ici quelques jours, il sera en mesure d'avoir des preuves. Le lieutenant s'arrête brusquement dans son discours. Il fait la grimace. Le gouverneur lui jette un regard interrogatif. Quelque chose ne va pas? Le lieutenant a un sourire d'excuse. C'est une blessure à la jambe. Ça me prend de temps en temps. Le gouverneur lui tape sur l'épaule. Eh bien, vous allez rester ici. Il est déjà 11 heures. Vous vous coucherez dans ma chambre. Moi, j'irai dans une chambre de bonne, au second. Après quelques protestations d'usage, le lieutenant accepte. Sans le savoir, le commandant Coffran vient de décider de son destin. 7 janvier 1946, 3 heures du matin.
Cette nuit-là, une vieille dame qui habite juste derrière la villa du gouverneur est à sa fenêtre. Elle ne peut pas dormir. Elle a toujours eu des insomnies. Et elle regarde machinalement le paysage devant elle. Les arbres et le Danube qui brillent sous la lune. Mais que fait cette ombre dans le jardin de la villa du gouverneur? L'homme, car c'est un homme, a l'air d'hésiter un moment. Et puis il se dirige rapidement vers le fleuve. Il fait de grands moulinets du bras droit. L'instant d'après, il y a un plouf. Un objet pesant vient de tomber dans le fleuve. Et puis l'homme regagne rapidement la villa d'à côté, celle du vice-gouverneur John Levin. C'est exactement 5 minutes après que la vieille dame a la peur de sa vie. Une violente explosion vient de secouer ses vitres et de la projeter à l'intérieur. En rassemblant son courage, elle revient à sa fenêtre. La maison du gouverneur est en feu, alors elle va à son téléphone et appelle les pompiers. Quelques minutes plus tard, les pompiers allemands sont sur place. La villa a pris feu à une vitesse invraisemblable. Ce n'est plus qu'une torche qui éclaire toute la rive et dont le reflet illumine les eaux du Danube. Au bout d'une heure, les pompiers viennent à maîtriser le sinistre. Ils se précipitent à l'intérieur. Au premier étage, dans la chambre du gouverneur, il y a un corps allongé. Les sauveteurs ne tardent pas à s'apercevoir qu'il ne s'agit pas du commandant Coffran. C'est un homme beaucoup plus jeune, il n'a que des brûlures légères et il n'est pas mort de l'incendie. C'est en le retournant qu'on se rend compte qu'il porte une plaie profonde dans le dos. Enfin, dernière constatation, à la tête du lit, il y a 2 jerrycans d'essence pleins et bouchés. À quelques minutes près, ils explosaient et on ne retrouvait plus rien. Mais alors, où est le commandant Coffran? Les pompiers parcourent les restes de la villa au milieu des flamèches et de la fumée irrespirable. Enfin, dans une des chambres de bonne du dernier étage, c'est la découverte redoutée. Le gouverneur gît sur son lit, baignant dans son sang. C'est un véritable massacre. Il a été déchiqueté par un objet tranchant et lourd, probablement une hache. À son côté, tout comme dans la chambre du premier, il y a des jerrycans de 20 litres. Immédiatement, les pompiers alertent l'autorité militaire d'occupation. C'est un meurtre. Et à quelques minutes près, c'était un crime parfait. Pour prévenir l'autorité, il n'y a pas grand chemin à faire. Il suffit de traverser la rue et de se rendre dans la villa voisine, celle du vice-gouverneur John Levin, ou plutôt du gouverneur Levin, car c'est lui qui succède automatiquement au commandant Coffran. C'est lui le maître à présent. C'est lui en particulier qui va avoir la responsabilité de l'enquête. Il faut insister pour sortir John Levin de son lit. À vrai dire, il est assez curieux qu'il ait continué à dormir alors que tout le quartier est réveillé et que tout le monde a entendu l'explosion. Mais les gens sont trop bouleversés pour s'apercevoir de quoi que ce soit. Alors que les dernières braises rougeoient encore, le nouveau gouverneur, très maître de lui, dirige ses troupes et lance ses ordres. « Bouclez-moi la ville. Ce sont les anciens nazis qui ont fait le coup. Ordre de mettre en prison tous les suspects. » Oui, John Levin a fière allure, et puis il sait commander. Il fait claquer ses phrases d'une voix assurée. Même en pleine nuit, il est élégant dans son uniforme impeccablement coupé. Les habitants de Passo, qui sont de plus en plus nombreux derrière les barrages de police, ne peuvent s'empêcher d'avoir un regard admiratif pour leur nouveau gouverneur. Lui, au moins, il a l'air sympathique. Et puis tous ceux qu'il connaissent en disent le plus grand bien. Malheureusement, il y a le meurtre de l'ancien gouverneur. Qui l'a tué et pourquoi? Les habitants de Passo sont, malgré tout, terriblement inquiets. 7 janvier 1946. Un homme encore jeune, en complet noir avec des lunettes, frappe à la porte du bureau du gouverneur. Le lieutenant le reçoit l'air très décontracté. Il a les pieds sur son bureau et fume un énorme cigare. Il chasse d'un geste de la main l'épaisse fumée. « Alors, c'est vous le commissaire Kohler ?» Le nouvel arrivant fait oui de la tête. « Bon, faites ce que vous voulez pour votre enquête, mais n'oubliez pas que la police allemande est placée sous l'autorité des Américains, c'est-à-dire la mienne. Par où allez-vous commencer ? Par examiner les lieux du crime. » L'élégant lieutenant a un haussement d'épaule. Tout cela est affreusement classique. Enfin, il est vrai que vous êtes fonctionnaire. Mais, à mon avis, vous perdez votre temps. Vous feriez mieux de chercher tout de suite chez les anciens nazis. Car le coupable est parmi eux. Le commandant Coffran s'en était fait des ennemis acharnés. En tout cas, revenez me faire part de vos constatations. Le commissaire Kohler, qui, pendant tout ce temps, était en train d'essuyer ses lunettes, les remet sur son nez, se lève et s'incline un peu cérémonieusement. « Bien, monsieur le gouverneur, j'espère pouvoir vous faire mon rapport d'ici une semaine. » Et une semaine plus tard, à la même heure, le commissaire allemand est de nouveau dans le bureau de John Levin.
Il refuse le cigare que lui tend son interlocuteur, s'assoit sur un coin de sa chaise et commence à sortir ses notes. Le lieutenant Levin le questionne d'un ton dégagé. « Alors, commissaire, qu'est-ce que je vous avais dit, hein? Vous avez perdu votre temps dans la villa de la victime. » Le commandant Kohler secoue doucement la tête. « Pas du tout, au contraire. C'est là que j'ai tout compris. » Le gouverneur de Paso s'allume un nouveau cigare. Il a l'air brusquement nerveux. « Voyez-vous, le meurtrier est, à mon avis, un familier de la victime et un habitué des lieux. Il savait où se trouvait la chambre du gouverneur. Il y a été directement. Il a tué la personne qui s'y trouvait, et c'est après seulement qu'il s'est rendu compte de son erreur. Alors, il l'a cherché partout et a fini par le trouver dans la chambre de bonne. D'autre part, il savait qu'il y avait dans la villa 140 litres d'essence en jerrycan entreposés à la cave. Cette porte était fermée à clé, et elle n'a pas été fracturée. Enfin, il était de notoriété publique que le commandant Coffran était très méfiant, jour et nuit. Il avait un revolver sur lui, or il ne s'en est pas servi. Peut-être a-t-il été surpris dans son sommeil. Mais peut-être aussi a-t-il reconnu son assassin. Le lieutenant fait une grimace désagréable. « Absurde! Vous avez du temps à perdre, commissaire !» Mais le commissaire Kohler ne semble pas l'avoir entendu. Il continue. « En ce qui concerne l'arme du crime, je l'ai retrouvée facilement. C'est une hache. L'assassin l'avait jetée dans la Danube. C'est sans doute lui qui a aperçu une voisine vers 3 heures du matin. Après avoir quitté la villa du gouverneur, il est allé directement chez vous. » Le nouveau gouverneur est tout pâle. « Chez moi ?» Le commissaire parle toujours de sa petite voix égale. « Oui, chez vous. D'ailleurs, l'arme du crime est exactement semblable à la hache que vous aviez dans votre cave et qui a disparu. C'est en tout cas ce que m'a affirmé votre personnel. » John Levin bondit. « Parce que vous avez interrogé les membres de mon personnel ? Bien sûr, ce sont eux-mêmes qui m'ont dit que vous aviez lavé votre uniforme le lendemain du crime. » Le lieutenant Levin se promène de long en large dans son bureau. Il a perdu son attitude avantageuse. Il est blanc de rage. « Et le mobile ? Si vous m'accusez, il faut penser au mobile. » Le commandant Kohler secoue doucement la tête. « Je ne vous accuse pas, monsieur le gouverneur. Je pense que le mobile tourne autour de la seconde victime, le lieutenant que le commandant Coffran avait chargé d'une enquête. Quand je saurai quelle était cette enquête, et surtout ce qu'il avait découvert, je pense être en mesure de vous répondre. » John Levin tape du poing sur la table. « Eh bien, ça suffit comme ça. Je vous décharge de cette affaire. Donnez-moi votre dossier. Je le transmettrai moi-même à mes supérieurs. » Le commissaire se lève, sort de sa serviette 3 volumineuses chemises, les dépose sur le bureau et s'en va sans dire un mot. Nul ne sait ce qui s'est passé exactement lorsque John Levin a fait son rapport à ses chefs. Le seul fait tangible est qu'il n'y a pas eu de suite. Aucune poursuite n'est engagée pour le meurtre du commandant Coffran et du jeune lieutenant. D'ailleurs, Levin donne sa démission quelques semaines plus tard. Sa démission est acceptée et il quitte l'armée avec les honneurs. Il retourne dans sa petite ville natale, à Raleigh, dans le Tennessee, où il retrouve sa femme car il était marié. Et il se fait rapidement une situation enviable dans une compagnie pétrolière. John Levin a toujours été doué pour réussir rapidement. Les années passent, 8 ans exactement. C'est en 1954 que la police allemande, reprenant en collaboration avec les Américains les dossiers qui lui avaient échappé dans les années qui ont suivi la guerre, tombe sur l'affaire de Paso. Quand il a connaissance du dossier, le juge d'instruction fait ce que ferait n'importe lequel de ses collègues à sa place. Devant un faisceau de preuves aussi accablantes, il demande l'audition de l'ex-lieutenant Levin. Et la demande parvient dans la maison tranquille et cossue du Tennessee. C'est Madame Levin qui ouvre la lettre. Elle tombe des nues. Qu'est-ce que cela veut dire ? Jamais John ne lui a parlé de cette histoire. Son mari bredouille quelque chose comme « Ce sont des bêtises, des jaloux, des envieux, quand j'étais gouverneur. » Levin refuse de se rendre à la convocation du juge d'instruction. Alors celui-ci, s'estimant sans doute suffisamment informé, décide son arrestation et lance contre lui un mandat d'arrêt international. Cette fois, à Raleigh, Tennessee, c'est la sensation. John ne peut plus dire à sa femme que ce sont que des bêtises. La presse locale s'empare de l'affaire. Il y a les gros titres. John Levin, la personnalité bien connue, suspectée de meurtre en Allemagne. Le 25 septembre 1954, on a retrouvé John Levin mort dans sa salle de bain. Il s'était tiré un coup de revolver dans la tête. Il n'a pas laissé un mot d'explication, mais son geste était un aveu. Voilà, c'est la fin de cette histoire. Monsieur Levin n'aura pas voulu qu'on découvre tout le trafic qu'il avait mis en place. Il n'aura pas hésité pour cela à assassiner 2 hommes. Mais comme le crime ne paie pas, il aura fini par mettre fin à ses jours.
À bientôt les petits angoissés!